Cette semaine à l'émission, nous rencontrons Jean-Marie Thibault, historien et conférencier, qui présentait au Centre culturel de Passevillacq le 11 novembre dernier une conférence sur la Deuxième Guerre mondiale en Gaspésie, la guerre cachée du Saint-Laurent. Pendant longtemps, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé en Gaspésie. Pourquoi? Parce que le Canada, le Québec, la Gaspésie, on a gagné la Deuxième Guerre mondiale, mais on a perdu la bataille du Saint-Laurent, quelque part. Tellement que, en septembre 1942, le gouvernement canadien a été obligé de fermer le fleuve Saint-Laurent à la navigation parce que les Allemands faisaient presque ce qu'ils voulaient. Et ça, ce n'est pas une page d'histoire dont on va se vanter quand on est les vainqueurs. Monsieur Thibault, qu'est-ce qu'on peut savoir sur la guerre mondiale ici en Gaspésie? La Gaspésie est à l'avant-plan pendant la Deuxième Guerre mondiale en particulier. Et c'est une face cachée de cette histoire, étant donné qu'on a perdu cette bataille. Le Canada, le Québec, la Gaspésie, on était dans les gagnants à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en 1942, les Allemands faisaient la pluie et le beau temps dans le Golfe et même dans le fleuve Saint-Laurent, pratiquement jusqu'à Rimouski. On a eu environ 25 bateaux qui ont été coulés et c'était tellement difficile pour l'armée canadienne qu'on a fermé le fleuve Saint-Laurent en septembre 1942 à toute navigation parce que les Allemands étaient omniprésents. Donc, c'est caché parce que, comme je le disais, on a perdu cette bataille-là, même si dans l'ensemble, on a gagné la guerre. Donc, on va revenir un peu en arrière et on va voir que très rapidement, en Gaspésie, on a eu à diverses reprises des conflits. Est-ce que vous connaissez William Phipps? C'est un nom dont vous avez sûrement entendu parler à l'école primaire. En tout cas, à mon époque, on nous en parlait. On nous en parlait parce que Frontenac lui avait envoyé un message qui est resté dans la mémoire québécoise. Quels sont ces mots que Frontenac a utilisés? Je vous répondrai par la bouche de mes canons. Tout le monde, presque au Québec, connaît ça. Pourtant, 3 semaines avant ça, Phipps était à Percé et à Barachois et il rasait tout ce qu'il y avait là-bas. Et ça, on ne nous en parle pas dans l'histoire du Québec. Pourquoi? Parce que ça s'est passé ailleurs que dans le corridor Montréal-Québec. L'histoire du Québec, et ceux qui me connaissent un petit peu ici, ce n'est pas la première fois qu'ils vont m'entendre dire ça, mais l'histoire du Québec qu'on enseigne dans nos écoles habituellement, ce n'est pas l'histoire du Québec, c'est l'histoire du corridor Montréal-Québec. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est là que sont les grosses universités en passant par Trois-Rivières, d'accord? Phipps est passé en Gaspésie, il a détruit ce qu'il y avait en Gaspésie. Et vous connaissez tous Wolfe, à cause de quelle bataille? La bataille des Plaines d'Abraham en 1759, pendant la guerre de 7 ans, qui a commencé en 1756, qui s'est terminée en 1763. Donc, Wolfe, la bataille des Plaines d'Abraham, on a tous appris ça. Pas beaucoup de monde qui ont appris qu'un an plus tôt, en 1758, Wolfe rasait totalement tout ce qu'il y avait en Gaspésie. Des millions de livres de morue salée séchée. Très important à l'époque, OK? Parce qu'on n'a pas de boîte de conserve à l'époque, on n'a pas de congélateur. La morue salée séchée, soit dit en passant, ce qui est délicieux, qu'on produisait ici, par exemple, eh bien, c'était très, très en demande et encore plus en période de guerre. Wolfe n'est pas venu en Gaspésie par hasard. Il est venu détruire le garde-manger de la Nouvelle-France. Eh bien, en 1760, qu'est-ce qui s'est passé d'important en 1760 en histoire? Eh bien, bien des choses. Mais on sait que Montréal s'est rendu en 1760. Ça, on nous l'a appris. Bataille des Plaines d'Abraham, la capitale du Canada, de la Nouvelle-France, Québec, tombe aux mains des Anglais. Et 1 an plus tard, en 1760, Montréal se rend. On ne nous parle pas beaucoup de la bataille de la Restigouche, où on a coulé les renforts français qui s'en venaient.
Si bien que Montréal s'est rendu sans combattre parce qu'ils n'ont pas eu de renfort. Et on nous dit encore moins qu'après la bataille de l'Arestigouche, que les Anglais ont gagné, bien, sur leur chemin de retour, ils sont arrêtés ici même. Ils sont venus raser Passepébiac en 1778, les installations de Charles Robin. Et Charles Robin va revenir en 1783. Mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas toujours été à l'abri des conflits, à commencer même par un coin comme Passepébiac. Si on fait un saut dans le temps, en 1914, Première Guerre mondiale, eh bien, lors de la Première Guerre mondiale, les Européens, ça commence là-bas, OK? Et très souvent, vu que nous autres, on était du côté des Anglais et des Français, on dit que les Allemands, c'était les méchants, puis nous autres, les bons. C'est pas si simple que ça, surtout la Première Guerre mondiale. En fait, lors de la Première Guerre mondiale, et je ne vous expliquerai pas, disons, tout le fond du problème, mais on peut dire qu'il n'y a pas de gentils puis il n'y a pas de méchants. Les Allemands ne sont pas plus méchants que les Français ou les Anglais. À la Deuxième Guerre mondiale, ça va être différent, mais la première, c'est autre chose. Et lors de la Première Guerre mondiale, bien entendu, nous sommes dans l'Empire britannique, nous, les Canadiens, eh bien, les Britanniques, les Anglais vont venir chercher du monde chez nous, et là, on va nous donner des régiments canadiens-français, comme on dit à l'époque. Les deux principales causes qui ont amené à la Deuxième Guerre mondiale. Le traité de Versailles, exactement, c'est la première. En fait, moi, je ne dis pas le traité de Versailles, mais ça revient à la même chose. Je dis que la première cause de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale. La deuxième cause de la Deuxième Guerre mondiale, la crise économique de 1929. Mais quand tu es dans une période de l'histoire où tu crèves de faim, ça va pas bien. Mais quand tes enfants pleurent parce qu'ils ont faim, bien là, ça va drôlement mal. Et dans ce temps-là, tu es prêt à tout changer, d'accord? Et il peut y arriver des opportunistes, un peu comme Hitler, qui vont justement arriver et profiter de la situation et faire semblant, entre guillemets, de redresser la situation, même s'il a redressé la situation en Allemagne, c'est vrai, mais juste pour s'en aller vers pire après. Donc, dans un contexte comme celui-là, il y a bien des gens qui vont le prendre pour un sauveur. L'Allemagne est vraiment plus forte que presque tout le monde, tellement qu'on est assez prétentieux du côté allemand pour envoyer des sous-marins jusque dans le golfe Saint-Laurent, et même dans le Saint-Laurent. Le premier qui se fait couler, c'est le Nicoya, en Gaspésie. Le Nicoya, c'est ce bateau-là. Et c'est quoi le Nicoya? C'est un bateau à vapeur, 5364 tonnes. Son port d'attache Glasgow, en Angleterre. La cargaison, 3800 tonnes de fret général, y compris des avions. Le 12 mai 1942, il a été torpillé par le U-boat U-553 dans le coin de Clorida. Ça, c'est le premier. Imaginez-vous le gardien du phare de Cap-des-Rosiers, c'est pas si loin, il avait vu une espèce de tuyau de poêle qui sortait de l'eau. Si bien qu'il a avisé les gens qui étaient en tête à la base militaire à Gaspé qu'on venait de construire. La base militaire, je vais vous la montrer sur la carte tout à l'heure, mais Gaspé, c'est son centre nerveux. Mais à la base militaire de Gaspé, une énorme base militaire, on n'a pas pris ce monsieur-là au sérieux. D'abord, c'était un francophone et là-bas, c'était juste des anglophones qui répondaient. Et on a dit, bah, c'est des histoires. Mais quand on est arrivé à Cloridum, c'était plus des histoires. Tellement qu'on a affiché un peu partout en Gaspésie des pancartes de ce genre ici, après qu'on s'est mis à couler des bateaux, d'informer les autorités si on pensait qu'il y avait des sous-marins quelque part, parce qu'après que le Nicoya a été coulé, là, on savait que c'était possible. Mais quand on passait cette information, on taisait ça à l'extérieur de la Gaspésie. Les gens de Montréal et de Québec n'étaient pas au courant de la chose, ou pratiquement pas. Et ici, à New Carlisle, on sait qu'il y a eu un Allemand qui est descendu. Avez-vous de l'information là-dessus? Justement, en pleine Deuxième Guerre mondiale, les Allemands vont essayer d'introduire
un espion. D'ailleurs, le seul à peu près qu'on a arrêté, il y en a un deuxième, mais il ne compte pas vraiment, ça serait une longue histoire. Mais von Janowski, qui a débarqué plus précisément à Fauvel, il est débarqué d'un sous-marin allemand. Il y avait un petit bateau qu'on pouvait diriger avec juste 2 rames. Il est arrivé au bar. Il a caché son uniforme et le petit bateau. Il s'est habillé en civil. Il avait déjà vécu, lui, au Canada, c'est-à-dire à Toronto, avant la guerre. Donc, il a essayé de se faire passer pour un Canadien et de prendre le train à New Carlisle le lendemain. Il a donc réservé une chambre d'hôtel à l'hôtel Annette. Et on trouvait qu'il sentait bizarre. En fait, il sentait le mazout, comme tout le monde qui était longtemps dans un sous-marin. Et il y avait aussi des dollars qui étaient passés date, comme on dit. C'est-à-dire des dollars qui étaient canadiens, mais qui n'étaient plus en circulation. Un peu comme si moi, aujourd'hui, j'allais à l'hôtel puis je payais avec des 2. Bien, c'est de la bonne monnaie, mais ça fait drôle, surtout en temps de guerre. Donc, le lendemain, lorsqu'il a pris le train, la police provinciale l'a arrêté et il a été remis dans les mains de la GRC qui est disparu avec. On pense qu'on l'a amené en Angleterre où on l'a fait parler. On ne sait pas ce qu'il est devenu après. Je présume que s'il a collaboré, eh bien, von Janowski a dû être relâché à la fin de la guerre. Et peut-être même que s'il a amené certaines choses intéressantes aux Canadiens et aux Anglais, bon, on l'a peut-être même récompensé après, mais là, je suis dans le peut-être. Un peu partout en Gaspésie à l'époque, on était aux aguets. On ne disait pas quoi que ce soit à l'extérieur, comme je vous l'ai dit. Mais en Gaspésie, on était aux aguets et on avait peur que les Allemands débarquent. Dans tous les magasins Robin, on distribuait gratuitement ces masques. Des masques à gaz. OK? Ça, c'est un masque authentique qu'on distribuait en Gaspésie et un des rares qui a survécu. Et est-ce qu'il y a d'autres anecdotes sur la Deuxième Guerre mondiale ici en Gaspésie? Ah ben, il y en a beaucoup. Notamment, on dit souvent que les Allemands sont débarqués à divers endroits. En fait, ce sont des choses qui ne sont pas prouvées. Il y a beaucoup de racontars, de mythes. Ce que je sais de sources sûres, parce que c'est le curé de Barachois-Saint-Georges qui me l'a conté dans le temps, l'abbé Michel Lemoignant, qui était très connu en Gaspésie à l'époque, qui est décédé, ça fait un moment. Mais le curé Lemoignant m'avait dit que certains pêcheurs étaient venus à la confesse pour se confesser d'avoir échangé avec les Allemands de la morue. C'est-à-dire que le sous-marin est sorti. Et le petit pêcheur qui était à côté, il ne devait pas être gros dans ses culottes. Et le petit pêcheur a échangé de la morue. Bien entendu, le curé Lemoignant ne m'a pas dit le nom des pêcheurs parce qu'il y a le secret de la confesse. Ça fait qu'on ne saura fort possiblement jamais qui étaient ces pêcheurs qui doivent être décédés aujourd'hui. Mais à part ça, en Gaspésie, des contacts réels avec les Allemands qui étaient pourtant là. Oh, pas 50 sous-marins à la fois, là, 1, 2, mais c'est suffisant pour bloquer le fleuve. Donc, à part ça, il n'y a pas eu de véritable contact entre les Allemands et les Gaspésiens. Sauf, bien entendu, les torpilles qui ont coulé, comme je le disais, à peu près 25 bateaux.